Communication spéciale du président Bondakani. Bonsoir camarades, combattants, militants et sympathisants de l'idéologie panafricaniste à travers le monde. Vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci. Ce soir, ce jour, nous sommes avec un invité qu'il ne faut plus présenter. Il est homme politique, géopoliticien et surtout pionnier du renouveau panafricaniste. Vous l'avez deviné, nous sommes avec le président national du nouveau mouvement populaire, M. Bondakani, à qui nous adressons un bonsoir chaleureux. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir mon cher le roi Mpek. Bonsoir à nos internautes, nos abonnés. Ce sont nos fidèles compagnons de lutte. Et à chaque fois que l'occasion se présente, nous leur rendons hommage. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier toutes les personnes de près ou de loin qui veillent, qui accompagnent le NMP de manière multiforme, permettant d'éviter les erreurs, la manipulation de fake news. Ces personnes qui s'investissent, comme j'ai dit, de manière multiforme pour que nos plateformes soient debout. Nos plateformes sont très attaquées, il y a la censure, il y a le blocage, pratiquement. Là, c'est constaté, c'est constaté. Blocage de nos vues, censure sur YouTube, censure même au niveau mondial, parce qu'il y a des villes, des pays où nous sommes d'office censurés, etc. Malgré ça, cette communauté numérique ne se décourage pas. Elle tient. Je voudrais lui tirer mon chapeau et lui témoigner ma reconnaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme je l'ai dit dans mon entame, vous êtes le pionnier du renouveau panafricaniste. Et Monsieur le Président, aujourd'hui, nous allons interroger, nous allons questionner la récente sortie de Monsieur Hamzat Boukari Yabara. Il a fait 2 sorties très récemment sur le panafricanisme. Nous allons donner les titres des émissions. Une émission intitulée... Il n'est pas le seul. Hein. Vous voyez, Monsieur Pougala qui s'est encore fait remarquer. Effectivement, monsieur. Mais c'est le plus en vue. J'espère que vous allez dire un mot sur Monsieur Pougala parce que... Effectivement, Monsieur le Président. Ouais. Nous allons d'abord donner les émissions de Monsieur Hamzat Boukari Yabara. La première émission, elle est intitulée « Comment les réseaux sociaux créent l'illusion d'une Afrique qui se bat » sur le média OLAP. Et la deuxième émission, « La vérité sur les nouveaux panafricanistes » d'Hamzat Boukari Yabara se prononce. Monsieur le Président, de prime abord, nous allons interroger ici un concept gramscien de l'auteur Antonio Gramsci qui a parlé de l'hégémonie intellectuelle, de l'hégémonie culturelle. Monsieur le Président, l'hégémonie intellectuelle ou culturelle désigne la domination d'une classe sociale par l'imposition de sa vision du monde, de ses valeurs et de son sens commun comme étant naturel ou universel. De ce fait, Monsieur le Président, le panafricanisme s'insère dans le large sillage et dans ce sillage très circonspect et circonscrit de l'hégémonie intellectuelle. Est-ce qu'il y a une bataille de l'hégémonie intellectuelle à l'heure actuelle en Afrique et quelle est la position du panafricanisme? Mais la bataille, elle n'a peut-être pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. L'esclavage s'est accompagné d'une logique de domination intellectuelle. Il n'y a pas d'esclavage sans légitimation de l'esclavage, sans justification de l'esclavage. Ça passe par toute une construction théorique et intellectuelle justifiant l'esclavage comme une mission civilisatrice. Et déjà à l'époque, des gens comme les Antonov Firmin et d'autres ont livré cette bataille pour déconstruire les idées des racistes européens qui justement justifiaient l'esclavage par l'infériorité raciale des Noirs. Et que l'esclavage donc s'assimilait à une rédemption qui leur ferait accéder à l'humanité. Du coup donc, l'esclavage était une mission, relevait de la mission civilisatrice. Du coup donc, c'est d'ailleurs, cette logique est loin d'être terminée. Tout ce le refus des réparations et toutes les batailles d'arrière-garde qui continuent à être menées pour nier le fait que l'esclavage est le plus grand crime contre l'humanité, puisent leur source, c'est pas, à ces idées racistes originelles,
sur l'infériorité de la race noire et une supposée hiérarchie des races. Donc le panafricanisme, dès le départ, est inséparable de la lutte contre les idées qui le justifient dans le cadre de l'imposition d'une hégémonie intellectuelle, d'imposition d'un contrôle absolu de l'imaginaire par la circulation d'un récit unilatéral au profit des racistes. Donc c'est pas aujourd'hui. Dès le départ du panafricanisme, il y a cette bataille-là, et je vous citer les noms comme les Antonov Fumin, et tous les autres théoriciens du panafricanisme. Le panafricanisme, que ce soit le Web Dubois, tous ces gens qui sont illustrés dans le cadre de production théorique et visant à inscrire le panafricanisme dans de la théorie. Donc c'est un vieux combat. Et le panafricanisme s'est toujours positionné en déconstruisant cet imaginaire théorique visant à légitimer et à justifier l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Une forme de désaliénation. Oui, si vous voulez, désaliénation, mais la bataille hégémonique, vous avez évoqué Gramsci, oui. Elle est gramscienne dans le sens, oui, que on ne peut pas mener un vrai combat panafricaniste s'il n'y a pas, en même temps, de la production théorique et intellectuelle, si vous voulez, consistant à déconstruire le récit des colonialistes, des néocolonialistes et hier, les esclavagistes. Donc, à ce niveau, oui, le panafricanisme est au fond, est au cœur de cette bataille. Dans le cadre du nouveau panafricaniste, cette bataille est au cœur. Est au cœur de notre trajectoire, est au cœur de nos réflexions au quotidien, est au cœur de toute notre action. Donc, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne peut aller sans l'autre. Et c'est ainsi depuis l'émergence du panafricanisme au XIXe siècle. Monsieur le Président, au fondement du panafricanisme, il y avait deux groupes qui s'affrontaient, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Non, pas au fondement, ça c'est à l'orée des indépendances. Effectivement, Monsieur le Président, merci pour la précision. À l'orée des indépendances. Oui, mais vous avez raison quand même, parce que dans l'histoire du panafricanisme, il y a cette bataille entre parlons comme ça. Ce qu'on pourrait qualifier de courant populiste incarné par Garvey et un courant intellectuel incarné par Web Dubois. Effectivement, Monsieur le Président, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Monsieur le Président, le panafricaniste Hamzat Boukari Yabara se revendique du courant de Kwame Nkrumah et notamment il cite également notre auteur comme Frantz Fanon. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un panafricanisme ou alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a des panafricanismes? Bon, on pourrait qualifier le panafricanisme d'un grand arbre à plusieurs branches. Moi, je pense que ça convient mieux comme ça. D'un grand arbre à plusieurs branches. Donc, il y a une unité qu'on appelle le panafricanisme de ce point de vue. C'est le grand arbre. Et il y a des panafricanismes, les différentes branches. Alors, il est intéressant de voir que cette image qui est réelle, en réalité, qui est réelle, c'est une image qui est réelle, cette image-là nous oblige à chaque fois à regarder le panafricanisme comme étant justement une unité qui en même temps s'exprime sur de la diversité. Donc, il est toujours important de retrouver le tronc commun, le grand arbre, avant de comprendre les diversités, les diverses branches. De ce point de vue, M. Yabara est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un grand théoricien. Je pense que quand on parle du panafricanisme, on ne peut pas l'ignorer de par son engagement théorique, engagement intellectuel. De ce point de vue, j'écoute toujours ses sorties. Je consulte beaucoup ses écrits et nous avons eu à l'associer dans nos activités de haut niveau. Notamment le 3e congrès national du nouveau mouvement populaire. Et il avait satisfait les attentes. Sur la question précise du panafricanisme de gauche. De gauche, voilà. Il avait été très brillant et il avait satisfait nos attentes. Je garde de lui de quelqu'un vraiment qui est incontournable dans la réflexion panafricaniste de notre temps. Mais je l'ai écouté, j'ai été déçu à maints endroits
j'ai remarqué quelques dérives qui m'ont un peu surpris venant de lui. J'ai écouté, quand il parle par exemple de quand il réduit le renouveau panafricaniste à un panafricanisme médiatique, quand il dit personnalisé, sous-éduqué, un panafricanisme d'urgence. Une forme de panafricanisme pétitionnaire. Oui, si on reprend les mots de certains critiques, dont Wongi Masaga, et à l'époque nous avons répondu à ces critiques-là. On a répondu de manière argumentée à ces critiques-là qui avaient retenu la leçon. Donc, cette façon de réduire le renouveau panafricaniste à un panafricanisme médiatique, personnalisé, sous-éduqué, d'urgence, est inacceptable. Dans quel sens, Monsieur le Président? D'abord, notre ami a oublié que lui-même correspond à beaucoup d'aspects qu'il a cités là lui-même. Panafricanisme médiatique, qu'est-ce que M. Hamza fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est lui-même dans le panafricanisme médiatique. Monsieur le Président, peut-être il d'une certaine manière, non. Peut-être qu'il s'inscrit dans le cadre. C'est parce qu'il a écrit le livre. C'est parce qu'il a écrit les livres. Le panafricanisme, ce n'est pas les livres qu'on écrit. Mais le panafricanisme a besoin d'être théorisé. Oui, mais ce n'est pas une affaire. Oui, une fois qu'il est théorisé, il n'a de sens que si la théorie devient une action. Si la théorie débouche sur une pratique, sur une praxis. Mais lui, il estime donc que la pratique ne se fera pas sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça le débat. C'est une erreur. Puisque lui-même, il utilise les réseaux sociaux. Donc, il ne peut pas... Et puis, c'est personnalisé parce que quand il parle, c'est pour Kari qui parle. Est-ce qu'il parle au nom de tout le monde? C'est lui qui parle. Donc, lui-même correspond déjà en partie à la typologie que lui décrit. Dans ce cas-là, est-ce qu'il tire sur lui-même déjà? Je ne crois pas qu'il tire sur lui-même. Donc, je pense que c'était un peu excessif de sa part. Peut-être les mots ont débordé sa pensée, je pense sincèrement. Parce qu'il n'y a pas de panafricanisme médiatique. Ce ne sont pas les médias qui ont créé le renouveau panafricaniste. Les médias ne sont qu'un support. Est-ce qu'il faut rappeler ça? S'il faut rappeler ça, c'est un problème. Les médias ne sont qu'un support. Le panafricanisme, le nouveau panafricanisme est un concept, est une pensée. Nous sommes militants UPC depuis combien d'années? Et l'UPC est un parti panafricaniste. On enseigne le panafricanisme dans les cours de formation UPC. Alors l'UPC à quel âge? Puisque d'ailleurs dans ses ouvrages, il a beaucoup insisté sur l'UPC. Est-ce que M. Yabara ne sait pas que nous sommes UPC, s'il faut nous citer? Et plein d'autres qui ont été en première ligne dans le nouveau panafricaniste. Réduire ça à un panafricanisme médiatique signifierait que ces tenants sont inconsistants. Et que si on enlève le support médiatique, il serait inconsistant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Deuxièmement, sous-éduqué. Mais sur la base de quoi? Peut-être qu'il voudrait que les panafricanistes soient adoubés par des intellectuels organiques. J'arrive, allons pas à pas. Donc, sur quelle base dit-il que c'est sous-éduqué? Donc, ça ne s'en tient pas. Sur quelle base on dit que ceux qui animent le panafricanisme aujourd'hui sont sous-éduqués? Parce qu'ils n'ont pas écrit des livres. Est-ce que tous les grands panafricanistes ont écrit des livres? Est-ce qu'on est grand panafricaniste parce qu'on a écrit un livre? Nkrumah n'est pas grand panafricaniste parce qu'il a théorisé un livre. C'est parce qu'il a théorisé sur le panafricanisme et il a été un acteur majeur. Donc, tous les grands panafricanistes n'ont pas écrit des livres. Tous les conférenciers qui se retrouvaient dans le cadre de 5 congrès panafricanistes que nous connaissons tous n'ont pas écrit des livres. Sankara n'a pas écrit beaucoup de livres. Mnyobé n'a pas écrit beaucoup de livres. Sylvanus Olympio n'a pas écrit beaucoup de livres. On peut les citer. Mais nous le connaissons tous qui sont des grands panafricanistes. Donc quand on dit que c'est sous-éduqué, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, ce que Hamza décrit existe dans le panafricanisme. Ça existe. Des aventuriers, des personnes qui savent par le quoi elles parlent, etc. C'est un fait.
Mais réduire ça à cette dérive-là, c'est ça qui est gravissime de la part d'une grande figure intellectuelle comme M. Boukari. Et c'est très surprenant venant de lui. Si j'ai fait cette sortie, c'est par respect pour lui. Je sais qu'il va essayer de comprendre ce que je suis en train de vouloir signifier ici. C'est pas vrai. Donc, c'est pas un panafricanisme d'urgence, mais sinon, le panafricanisme a toujours été d'urgence. Toujours été d'urgence. Quand les panafricanistes de la première heure s'élèvent contre l'esclavage, ils sont sous urgence. Et l'urgence n'a jamais cessé. Parce que de l'esclavage, on est passé au colonialisme, du colonialisme au néocolonialisme, du néocolonialisme aujourd'hui au colonialisme global, etc. Il y a toujours urgence. Le panafricanisme est inséparable de l'urgence, qui le nourrit et qui le produit. Donc de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Alors ça c'est d'abord sur la forme, dans le fond. Il y a un problème que nous, les tenants du panafricanisme, du nouveau panafricanisme, on a avec une certaine classe intellectuelle africaine. Je crois qu'on a commis un crime. C'est de ne pas commencer par aller leur faire allégeance et demander leur autorisation et leur adoubement pour faire ce que nous avons fait. Et il y a ce procès que ces gens font au panafricanisme sous l'inspiration de la France et consistant à séparer un panafricanisme de pacotille, populiste, d'un panafricanisme sérieux, éduqué, des intellectuels, des grandes figures de pensée. C'est au cœur de la stratégie française. Amza Boukari le sait très bien. Donc, ces gens n'ont jamais... Il a bien précisé le panafricanisme populiste, opportuniste. Je l'ai bien suivi. Je l'ai bien suivi. Donc, il ne pardonne pas au nouveau panafricanisme ce crime qui serait de lèse-majesté d'avoir fonctionné et de continuer à fonctionner sans chercher l'adoubement de soi-disant grands penseurs intellectuels. Et moi, je suis surpris que M. Amza Boukari tombe dans ce piège parce que, non seulement sans le savoir, M. Boukari lui-même nourrit les panafricanistes. On n'est pas obligé de dire qui nous lisons matin, midi, soir. Mais quelqu'un comme le président Balaka et l'NMP, nous sommes venus vers lui pour lui demander de nous enrichir, de nous éclairer sur un sujet bien précis, on l'a fait à Mondovision. Donc, a priori, il sait très bien que les panafricanistes ne sont pas obligés de venir, les panafricanistes, les tenants du renouveau panafricaniste ne sont pas obligés de venir présenter au monde entier leurs allégeances intellectuelles à tel ou tel. Donc, on ne nous pardonne pas ça. Je prends l'exemple d'un monsieur comme Nicolas Abo, grand professeur d'université, qui a écrit des livres sur le franc CFA et qui est précurseur en la matière. Mais quand le nouveau panafricaniste a pris les devants, voyez-vous comment il s'est comporté? Jamais il n'a fait de procès au nouveau panafricaniste de manquer de rappeler le rôle qu'il a joué. Jamais, au contraire, il s'est impliqué dans cette mouvance. Il n'a pas cherché à jouer un rôle de tuteur intellectuel, de maître qu'on devrait adorer. Voilà un exemple d'intellectuel engagé qui montre que ceux qui veulent avoir, comment dire ça, comment j'appelle, les privilèges épistémiques, qui débouchent sur une préséance dans tout ce qui est panafricaniste sur le continent, sont dans une dérive qui n'est justifiée d'aucune manière ou d'une autre. Ça, c'est un. De deux, puisqu'on est dans le fond. De deux, mais qu'est-ce qui les a empêchés de faire ce que nous on a fait? À savoir relancer le panafricanisme. Est-ce un crime de relancer le panafricanisme? Vous savez par exemple qu'ici, que moi, s'il y a un des auteurs que j'ai lu beaucoup, c'est Hamza. Vous le savez. Il n'est pas le seul. Mais le panafricanisme, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas les travaux académiques qui font le panafricanisme. Puisqu'il s'agit d'engagement d'hommes et de femmes d'abord. Est-ce qu'il y a donc une opposition entre la théorie et la pratique? J'arrive, je précise ça. Non. Le panafricanisme, la production théorique
est un aspect important de la lutte panafricaniste. Je l'ai dit. Comme est important l'engagement d'hommes et de femmes qui forcément ne seront pas des intellectuels, mais des hommes d'action, des personnes engagées. Quand on parle d'engagement, c'est au-delà de lire un livre ou d'avoir écrit un livre. Mais c'est ça qu'il estime que ça frise au populisme, monsieur le président. Non, on va y arriver, on va pas à pas. Allons pas à pas. Je vais arriver à ça. Donc je suis en train de démontrer que nous n'avons pas empêché, nous n'avons empêché personne de faire ce qu'on a fait, de se lever à l'époque quand on s'est levé. Le problème était là. Le problème était là. Le problème que nous avons pris en charge était là. Il n'attendait que des hommes d'action, des hommes d'action et des femmes d'action pour les prendre en charge. C'est ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce qui à l'époque a empêché les Hamza et autres de faire ce qu'on a fait? Pour vouloir réduire ça aujourd'hui à un panafricanisme médiatique. Deuxièmement, à un niveau, un panafricanisme qui serait seulement médiatique ne produit pas les résultats que nous avons produits. Le nouveau panafricanisme a produit des résultats extraordinaires qui n'ont pas été atteints par le passé. Il faut le dire, c'est un fait, les faits sont là. Est-ce que quand le président Gbagbo est déporté à la CPI, nous avons interdit à qui que ce soit de prendre en charge la cause là? À qui avons-nous interdit de prendre la cause de la France? C'est pas au niveau où nous on l'a mis. Au niveau où on l'a mise, pardon. À qui avons-nous interdit de remettre la géopolitique au premier plan et de populariser ces enjeux au niveau des masses populaires africaines? Nous reviendrons sur la géopolitique. Tout ce que nous avons fait, qu'est-ce qu'on a? On a empêché en qui de le faire? Alors, je suis très déçu de voir que cette pensée de M. Amzad Boukari s'inscrit dans la logique géopolitique française, qui consiste d'une part à opposer un panafricanisme populiste à un panafricanisme éduqué, universitaire et intellectuel. Ce qui serait fondamentalement anti-panafricaniste. De quelque point de vue, comprennent ça. Ce serait fondamentalement anti-panafricaniste. Je sais que, bon, ce n'est pas son objectif. Le petit niveau, moi, je le connais, ce n'est pas son objectif, mais justement, il y a cette dérive-là dans ses propos. Cette dérive-là. Donc, on n'évalue pas une dynamique par les aspects théoriques par lesquels on voudrait l'apprendre. On évalue une dynamique historique d'abord par ses résultats, d'abord par le mouvement qu'elle impulse dans l'histoire, et même la dimension historique du mouvement en question. À ce niveau, le panafricanisme renaissant remplit toutes ces conditions-là. On a fait une œuvre historique, on a changé le visage de l'Afrique à tout point de vue. D'ailleurs, toutes les réponses de Macron, à la soi-disant nécessité de renouveler le rapport France-Afrique, ont été inspirées par quoi? Mais par les combats que nous avons menés. Et qui font de Macron un parfait réactionnaire qui court après nous. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. On ne peut pas citer les résultats auxquels nous avons abouti. Le fait d'instrumentaliser les médias ne fait pas de nous un panafricanisme médiatique. Cette reconnexion globale des Africains, elle l'œuvre de quoi? Du renouveau panafricaniste. Nous ne disons pas qu'on a inventé, la cuillère, le couteau à, comment on dit ça, à couper le beurre. Non. Mais ce que nous avons fait, nous avons remis à un niveau très élevé les batailles d'hier. Nous lui avons donné plus de résonance. Nous avons réconcilié les nouvelles générations africaines avec ces batailles-là. Et ça a produit des résultats. Mais est-ce que, par rapport aux résultats, on a le droit de venir faire croire que non, comme il y a des égarés, des aventuriers, alors on jette le bébé avec l'eau du bain? Non. Non. Non, il n'a pas raison. C'est une dérive et c'est une tentation. Je croyais qu'il était prévenu de cette tentation. C'est une tentation qui guette la plupart des soi-disant grands théoriciens qui, lorsqu'ils regardent des mouvements comme ceux-ci, comme ceux-ci, ont tendance à les évaluer à l'aune de la production théorique
qui a été faite à un moment donné par tel ou tel. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Monsieur le Président, Il n'y a pas d'opposition à faire. Les panafricanistes Allez-y. lisent cette thèse-là. On les lit. Même nos plus ennemis comme Bembe, on les lit. Mais notre rôle, c'est pas être des théoriciens. Notre rôle, c'est de porter des causes, s'assurer de les opérationnaliser de manière à ce que l'Afrique change réellement. Il n'y a pas d'opposition. Donc, il faut que, à ce niveau-là, ça aurait été une autre personne, je n'aurais pas réagi. Hein. Je n'aurais pas réagi. Mais Hamza Boukari est une figure importante de notre combat. Et nous sommes surpris de voir qu'à un moment donné, il s'est laissé aller dans ce type de dérive, qui consiste, quoi qu'il ait essayé de rester modéré, mais dans le fond, c'est une attaque que je qualifie d'injustifiée à l'égard du renouveau panafricaniste. merci, Monsieur le Président. Un autre aspect qu'il a évoqué, il a parlé du panafricanisme et de la démocratie. Il estime, Monsieur le Président, que le panafricanisme suppose la souveraineté et l'autodétermination des peuples. De ce fait, le panafricanisme n'est pas ni en adéquation avec la démocratie. Et donc, tous les panafricanistes ou alors tous les pouvoirs panafricanistes auto-dictatent ou alors des pouvoirs qui sont des pouvoirs de dictature ne peuvent pas se prévaloir d'un panafricanisme réel et véritable. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, je l'ai bien suivi. Hein. Je ne pense pas qu'il ait réduit ce qui se passe à l'ES à de la dictature. Il a évité. Non, je ne pense pas qu'il n'a pas dit ça. Mais par contre, il a insisté sur la dimension démocratique du panafricanisme. Et moi aussi, je suis comme vous ici un peu surpris. Qu'est-ce qu'on appelle dimension démocratique du panafricanisme? Ça veut dire quoi? Il faut qu'on précise. Les élections. Non, oui, j'ai vu ça. Quand il insiste sur la longévité au pouvoir, il a même cité le cas du président Biya. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une affaire de personne qui cite ou pas. Il cite qui il veut, mais c'est quel contenu dont on a l'enjeu démocratique dans le cadre du panafricanisme. C'est quoi la démocratie dans le cadre du panafricanisme? Je pense qu'il y a une dimension civilisationnelle qui ne me semble pas être prise en compte ici. Elle est incontournable. Monsieur le Président, parce que beaucoup d'hommes d'État ou alors de personnes qui arriveraient au pouvoir mal intentionnées pourraient se servir du panafricanisme pour garder le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Mais cette démarche des chefs d'État n'empêche pas les panafricanistes authentiques de les dénoncer un, de deux. Moi, la tendance à beaucoup personnaliser les dynamiques collectives qui permettent la section de tel ou tel à la tête des États m'a toujours sidéré. Parce que cette erreur et cette propension à vouloir schématiser de manière caricaturale les chefferies d'État a entraîné beaucoup dans des erreurs d'analyse qui les ont coupés de beaucoup de dynamiques et qui les ont rendus incapables d'anticiper les évolutions. Donc, moi, je ne ferais pas ce genre d'erreur. Oui, les pouvoirs sont personnalisés par des individus, mais les pouvoirs sont des dynamiques collectives. Les pouvoirs sont portés par des classes sociales, par des bases sociales, qui ne relèvent pas seulement de la catégorie de la personnalisation du pouvoir. Je crois qu'il y a cette confusion qui est faite tout le temps. Alors, l'enjeu démocratique, de mon point de vue, oui, le panafricanisme est démocratique, mais cet enjeu démocratique de le panafricanisme ne peut pas s'illustrer en empruntant simplement de manière mécanique à l'offre occidentale. Et il faut qu'on soit sérieux dans cette affirmation. C'est pas un Quelle jeu. est donc l'offre africaine? L'offre africaine doit conjuguer la modernité, l'antériorité civilisationnelle, la modernité, l'antériorité civilisationnelle, et ce que j'appelle l'authenticité, à savoir que ça doit être une construction de l'intérieur. De l'intérieur. Et on ne le conçoit pas comme par la démocratie, sans souveraineté, sans indépendance, sans contrôle de nos économies. De quoi est-ce qu'on parle? Donc moi, je suis très surpris qu'il y ait une confusion extrêmement légère quand on dénonce la longévité des gens, de certains dirigeants au pouvoir, en ne faisant pas le parallèle avec la longévité extraordinaire du colonialisme, du néocolonialisme et de l'occupation territoriale, historique de l'Afrique. C'est quand même extraordinaire.
Hein? Entre les deux longévités, il y a l'un. Il y a l'une qui est plus vieille, plus ancienne que l'autre. Plus ancienne que l'autre. Il faut prendre tout ça en compte pour construire un enjeu démocratique qui soit digne de ce nom. Or, qu'est-ce qu'on regarde quand en Afrique on parle de démocratie, on parle de quoi? D'élection, d'alternance, etc. Je n'ai pas cessé de dire depuis longtemps que ce ne sont que des moyens. Quelle est la finalité? Et pourquoi on refuse de faire le bilan de près de 40 ans d'alternance en Afrique, démocratique en Afrique? Depuis la boule jusqu'à l'autre jour, pourquoi on refuse de faire un vrai bilan? Je crois que faire ce bilan est le préalable de l'aventure démocratique en Afrique. C'est le préalable. Donc, il faut laisser Mbembe dans sa fange. Mais des intellectuels comme Boukari, pour qui nous avons du respect, ne peuvent pas venir ajouter leur voix à cette propagande qui enfin vise à légitimer les opérations impérialistes de l'Occident en général et de la France en Afrique. Monsieur le Président, toujours sur l'AES, il estime que, naturellement, vous avez parlé des résultats de l'AES, et il estime que l'AES, jusqu'à présent... Non, les résultats de la dynamique. Les résultats de la dynamique. Du renouveau panafricain. Du renouveau panafricain. Je suis d'accord avec le Kaidi. Néo, là, ça ne veut rien dire. Je suis d'accord avec le Kaidi, ça. Mais nous, on parle de renouveau panafricaniste. Voilà. Effectivement, il estime que l'AES, jusqu'à plus pour le moment, n'est pas au rendez-vous de ce que la dynamique panafricaniste véritable on pourrait s'attendre. Il parle par exemple du cas du franc CFA ou encore des dynamiques internes dans lesquelles les pouvoirs ou alors les forces d'opposition sont totalement muselées. Monsieur le Président, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Mais là, il faut nuancer encore. Il faut nuancer parce que je l'ai suivi. Il reconnaît les avancées en termes de sécurité, etc. Effectivement, il a cité les bases militaires. Voilà, il reconnaît cette avancée-là. Il reconnaît le fait que 3 États se mettent ensemble pour se défendre et revendiquer le panafricanisme. Il a reconnu tout ça, donc il reconnaît ça. Mais là encore, vous avez raison, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il estime que ce qui est fait actuellement est très pauvre du point de vue panafricaniste, parce qu'il va jusqu'à remettre en question le panafricanisme des foules qui soutiendraient les États de l'AES. Effectivement. Mais là, c'est très grave. C'est là où il a dit que les foules, là, pour la plupart, ne sont pas panafricanistes. C'est là où j'ai tiqué. C'est là où j'ai tiqué. Si ces foules ne le sont pas, pourquoi soutiennent-elles le régime panafricanisant? Pourquoi? Il a parlé d'une tradition panafricaniste de sens. Mais dans ce cas, on ne peut pas dire que c'est son contraire. S'il y a des traditions panafricanistes dans ces pays-là, ce qui est vrai, depuis le Niger, en passant par le Burkina et le Mali, pour ne citer que ces pays-là, parce qu'il a oublié le Cameroun. Le PC est panafricaniste. Dans le Cameroun, il y a d'autres pays africains où il y a des traditions à ce niveau-là. On peut convoquer même l'Afrique du Sud, malgré l'état dans lequel il se trouve. C'est tout ça. Donc, c'est ça la tendance. C'est-à-dire que c'est ça le risque du mépris. C'est-à-dire qu'on peut dénoncer un populisme pour basculer dans une sorte d'élitisme. Vous voyez, on passe d'un extrême à un autre. C'est vrai que lui, il parle de pouvoir populaire. Mais justement, ces pouvoirs sont populaires. Parce qu'il y a une dynamique, il y a une liaison incontestable entre les foules là et les leaders qui les incarnent. Est-ce qu'elle est consciente? Que demain, oui, c'est pas la foule. La foule n'a pas à être consciente. La foule n'est pas consciente quand elle est une foule. Mais dans les dynamiques que nous avons en Afrique de l'Ouest, ce ne sont pas des foules, puisqu'il y a une traction entre des wagons et des locomotives. Je prends l'image, mais ça se comprend très bien. Donc, cette dynamique-là, on les a vus évoluer. On les a vus évoluer. La révolution malienne ne peut pas être qualifiée de populiste, parce que quand on voit tous les trajectoires, par exemple, que cette révolution a subi pour arriver aux transitions actuelles, on ne peut pas dire que c'est du populisme, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso. Alors, il y a ça. Donc, le fait que la revendication du panafricanisme par ces régimes-là se présente souvent sous un mode de slogan et de spontanéité, mais elle n'est pas séparable des rigueurs de l'action politique. C'est pas séparable. C'est-à-dire que ce n'est pas au leader d'écrire, de théoriser ces révolutions-là.
Ce n'est pas à ces leaders-là de faire ce travail. Et ils sont occupés par les contraintes de l'État. Ce n'est pas non plus à la foule de faire ce travail, ce qu'il appelle la foule, parce que la foule n'écrit pas un livre. Mais de là à nier le caractère de mouvement populaire digne de ce nom, il n'y a pas que, comme pas franchi comme ça, qualifier ça de populiste. Ça rejoint oui, les termes de Macron et tous ces gens-là. Sentiment anti-français. Sentiment anti-français, populisme. C'est la thèse de l'État français. Populisme anti-français. C'est fait de manière sibylline. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas. Je recuse ce qualificatif. Elle ne tient pas, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, il faut parler vite. Parce que justement, les théoriciens comme Hamza Boukari Yabara, bon, lui qui fait un effort de ne pas seulement s'enfermer parce que bon, il visite, il s'implique dans des actions, etc. Je le reconnais, mais justement, tout ça devrait l'amener à ne pas faire ce type d'amalgame. Mais le problème, c'est que la plupart de ces théoriciens sont dans l'incapacité d'analyser, de comprendre les ressorts du mouvement réellement populaire. Ce que le régime va devenir après, c'est notre débat. Et on peut se retrouver, moi et lui, autour de cette analyse. Quand tu parles de la formulation des politiques publiques, je suis d'accord avec lui. Là, on est d'accord avec lui. Quand même le risque populiste, je suis d'accord avec lui. Mais ça, parce qu'il y a un risque populiste, qu'on va dénaturer les mouvements. Et en niant leur caractère effectivement populaire dès le départ. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, il y a une mode actuellement sur le continent, entretenue par la France, qui consiste justement, à tout point de vue, dès qu'il y a l'occasion, de diaboliser le panafricanisme. M. Yabara l'a reconnu lui-même, au niveau de certains acteurs. Mais au-delà des acteurs, c'est la diabolisation du panafricanisme. L'infiltration au sein, on infiltre le panafricanisme, on met en avant les actions de ceux qu'on a infiltrés. Après, on veut réduire le panafricanisme à ça. Vieille stratégie. C'est une vieille stratégie. Aussi vieille que les luttes panafricanistes existent. Aussi vieille que ça. Donc, on peut faire la critique du panafricanisme renaissant. Je suis d'accord avec ça. Il faut critiquer. Mais il faut critiquer sur des bases sérieuses. En évitant de faire des amalgames. Voilà. Monsieur le Président, il y a un autre aspect sur lequel nous allons également évoquer la question de la géopolitique. Ils estiment. Avant d'y arriver, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur le Président. Pour que le tableau soit complet. Son insistance sur le kroumaïsme, sur Nkrumah et Fanon, c'est un choix très respectable. C'est deux grandes figures. Combat pour l'Afrique. Et surtout que je pense qu'il y a une volonté de sa part de vouloir, c'est-à-dire que classer en deux groupes fondamentaux. Ceux qui ont préconisé la lutte armée et ceux qui ont préconisé l'action politique classique. Je crois que c'est ça qui ressort de son classement, sa classification. Mais une fois qu'on a dit ça, là encore, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est pour ça que je demande qu'une étude plus approfondie soit faite sur le caractère inédit du renouveau panafricaniste. Nous avons refusé les actions politiques classiques, la rue, les mouvements, la lutte armée, même si nous avons dit que nous ne sommes pas des pacifistes. Et nous avons insisté sur la puissance du verbe et de la parole. Il faut qu'il y ait une étude spécifique de cette dimension qui est inédite. Je comprends que ça désarme beaucoup, mais c'est une réalité puisqu'on a obtenu des résultats extraordinaires. Rien comme dit, parlons comme ça, en bavardant. D'où la tentation de réduire ça au panafricanisme médiatique. Non. Un panafricanisme qui serait seulement médiatique ne produirait pas les résultats qu'on a produits. La preuve, beaucoup ont créé des médias à ce sens-là. Mais est-ce que ils ont produit les résultats du cycle, par exemple, médiatique, parlons comme ça, quinquanné, Afrique Média, par exemple? Non. Non. C'est 15 ans de combat constant. 15 ans de combat constant, ça ne peut pas être réduit au populisme. C'est 15 ans de combat constant, affrontant les puissances internationales, dont la France, avec des résultats à tout point de vue. Combat, lutte contre l'hégémonie gramscienne, vous avez dit, dans les médias. Veille stratégique tous les jours. Maintien du cap. Je ne parle même pas du maintien de l'outil, avec tout ce qu'il y a eu comme tentative visant à déstabiliser cet outil-là.
etc. Donc, justement, ça, je vois que les gens n'arrivent pas encore à comprendre les ressorts qui ont fait et rendu original le renouveau panafricaniste. Donc, et vous comprenez pourquoi, à un moment donné, j'ai été obligé, moi, d'insister, de prendre sur moi, de revendiquer le titre de pionnier de ce mouvement-là. Je ne l'ai pas fait par hasard. Je sais pourquoi je l'ai fait à un moment donné. Donc, le nkrumahisme théorique, oui, personne ne peut contester le génie théorique de Nkrumah et du caractère très avant-gardiste de sa théorie et même de sa profondeur stratégique. Mais s'il faut être aussi critique envers Nkrumah, s'il faut faire comme ça, ben, il faudra donc établir le parallèle entre la pensée de Nkrumah et ses résultats en tant que chef d'État. Est-ce qu'on va partir des résultats de Nkrumah en tant que chef d'État pour disqualifier son œuvre? Non, on ne ferait pas ça. On ne ferait pas ça. Donc, là encore, le panafricanisme renaissant, ou bien le renouveau panafricaniste, se distingue de cette approche qui risque de faire l'erreur de faire d'un Nkrumah et de Fanon une espèce de Bible. Un doc? Pourquoi pas? Oui, il y a ce risque, ça se voit. En termes de référence, ils sont incontournables. Mais il y a encore beaucoup à produire en matière de panafricanisme. En termes de référence, ils sont incontournables. Mais quand Nkrumah dit, ou bien les thèses de Nkrumah sont claires, l'unité politique précède le reste. Est-ce à dire que s'il n'y a pas l'unité politique au niveau continental, on fait quoi? On dort? Si nous l'avons dormi, on ne serait pas là où on est, il n'y aurait pas de pays de l'AES, on n'aurait pas mené les combats qu'on aurait menés. Donc pour dire que il faut être très souple dans cette affaire. Nkrumah, ce sont des repères incontestables et incontournables. Fanon et tous les autres théoriciens, il faut les lire. Il faut les lire pour être à la page, pour être au fait des combats qui ont été menés dans leur représentation théorique. Ça, c'est incontournable. Mais il faut éviter de transformer un moyen en une fin. Même l'unité continentale, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin. Les fins du panafricanisme ne sont pas l'unité continentale. La libre circulation sur le continent avec le passeport africain. L'émergence de la citoyenneté africaine, tout ça c'est merveilleux. Mais ce ne sont que des moyens. Donc, à partir de ce point de vue, nous on dit qu'on peut commencer à faire le panafricanisme partout. Il faut commencer de la plus petite échelle à la grande. De la grande à la plus petite échelle. Il ne faut pas enfermer les gens dans des dogmes stratégiques. Il ne faut pas enfermer les gens dans des dogmes en termes de référence. C'est clair. Voilà la nuance. Hein. Elle n'est pas grande, mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et c'est pour ça que beaucoup sont perdus quand ils regardent le panafricanisme qu'ils appellent le panafricanisme médiatique. Donc, un mouvement populiste vide ne peut pas produire ce qui a été fait depuis 15 ans sur le continent. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer. Non, il faut critiquer. Il y a beaucoup de dérives qu'on observe dans ce panafricanisme renaissant. Il y a beaucoup de dérives là-dedans. Nous sommes les premiers à les dénoncer, nous aussi. Mais il faut faire attention. Il y a des bornes qu'il faut gérer. Il y a des bornes qu'il faut gérer afin de ne pas verser dans les amalgames faciles. D'abord, je rappelle que la question du passeport, quand Hamza parle de la panafricanisation du ciel africain, il a raison. Quand tu parles de la question des frontières, le dépassement des frontières néocoloniales par le passeport africain, etc. Mais c'est encore sous l'impulsion du panafricanisme renaissant que ce projet a été remis en œuvre. Et le feu président Déby avait présenté ce passeport africain, lors d'une réunion de l'Union africaine. Bon, que cela soit resté symbolique, peu importe, mais on a vu que cette question avait été remise au cœur des enjeux panafricanistes. Et à la réunion de l'Union africaine, on a décidé, n'est-ce pas, de la relance du passeport
africain, passeport de l'Union africaine. Voilà, donc, à tout point de vue, à tout instant, nous avons repris ce débat. Nous avons dénoncé les frontières néocoloniales. Mais Hamza lui-même reconnaît qu'il faut être prudent quand on aborde ces questions-là. Autant il faut éviter les instrumentalisations au niveau des identités des peuples, autant il faut éviter aussi que de verser dans un intégrisme, n'est-ce pas, des frontières qui peut encore créer de la déstabilisation. Mais nous sommes d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui oppose les tenants d'un panafricanisme soi-disant éduqué, hein, qui ne serait pas spontané, et les tenants du panafricanisme renaissant? Quoi, dans le fond? Quoi? C'est ça qu'on peut se poser des questions quand on entend certaines remarques qui sont faites. Merci, Monsieur le Président. Il s'interroge également sur la place de la diaspora dans le panafricanisme. La diaspora qui, selon lui, est, entre guillemets, marginalisée et écartée dans les processus panafricanistes en cours. C'est pas vrai. En tout cas, le renouveau panafricaniste n'a jamais marginalisé la diaspora. On a simplement tiré les leçons aussi d'une espèce de déconnexion entre le continent et la diaspora, qui a joué par le passé dans la prospérité du panafricanisme à un certain moment. Donc nous avons bien étudié ça, on a tiré la leçon. D'ailleurs, l'émergence d'une opinion panafricaniste globale, qui justement a été favorisée par les réseaux sociaux, est à mettre à l'actif du renouveau panafricaniste. C'est à mettre à notre actif, à l'actif du renouveau panafricaniste. On l'a bien compris, on a travaillé à ça. Non, il n'y a pas de marginalisation de la diaspora, et il n'y a pas d'Afrique sans la diaspora. D'ailleurs, quand nous parlons du panafricanisme du XXIe siècle, c'est le panafricanisme qui réconcilie le continent et tout ce que moi j'appelle ses bords. Que ces bords soient des bords marins, marins, territoriaux, y compris démographiques, c'est-à-dire des populations qui se trouvent aux extrémités de la Terre, tout ça est comme ça. Tout ça a été pris en compte dans notre démarche. La preuve, vous vous souvenez, nous avons organisé une grande conférence sur le concept Planète Terre, village africain, où tout ça a été pris en compte. Je l'ai dit, je pense que le panafricanisme au XXIe siècle ne peut pas se passer de l'apport d'un monsieur comme monsieur Hamza Boukari Yabara. Je l'ai dit. Et je dis que c'est parce que c'est lui-même que nous tenons à réagir. Parce que il ne faut pas que sa voix se mêle à toutes ces voix qui font dans l'anti-panafricanisme primaire, à toutes ces voix qui sont des voix fabriquées par la France et l'Occident pour disqualifier ce qui pour nous est notre horizon idéologique, est notre horizon stratégique le plus approprié. C'est ça, il faut bien séparer ces choses, séparer ça. Donc, tout en saluant sa sortie, il était important que nous montrions le créneau pour essayer d'éviter que ça soit récupéré à d'autres fins et préciser, n'est-ce pas, ce que nous avons cru utile de préciser. Merci, Monsieur le Président. Nous allons terminer avec Monsieur Jean-Paul Pougala, qui, dans une récente sortie, a critiqué violemment le panafricanisme, qu'il estime vouloir se concentrer sur des postures géopolitiques au détriment des postures économiques qui, pour lui, sont primordiales, notamment l'économie, l'intellectualisme, qui, pour lui, sont primordiales. Monsieur le Président, comment est-ce qu'on peut analyser cette sortie? J'ai déjà eu à dire que il a dit de manière littéraire que le panafricanisme ne sert à rien. Effectivement, il l'a dit. Bon, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il ne mérite pas qu'on le réponde. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait rien. Il y a longtemps que je dénonce l'imposture qu'on appelle Pougala. Bon, d'abord, contrairement à ce qu'il pense, nous le connaissons très bien. Certainement, le panafricanisme gêne son prosélytisme chinois. Et il tend... Mais la Chine, c'est un modèle, Monsieur le Président. Dans sa volonté de vouloir nous cyniser tous, il oublie quelques exigences incontournables
quand on se lance dans un tel projet. Venir dire au XXIe siècle que le panafricanisme ne sert à rien est la meilleure traduction de l'inconsistance de tout son travail. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on peut dire. Ce n'est pas connaître l'histoire de l'Afrique que de dire que le panafricanisme ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, au nom de la science, il s'est fait l'apôtre du vaccin. Vous vous rappelez du vaccin, du Covid? Il était le défenseur, il est monté à tous les créneaux pour vanter le vaccin. Aujourd'hui, il n'a pas été à mesure de faire son meilleur culpa. Il continue à bavarder, à vendre des bêtises aux gens. Il raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il peut pas de quoi? On prend encore l'économie parce qu'on fait ce que lui fait. On est dans des contraintes étatiques qui sont réelles. Les contraintes sont réelles et les États font face à ces contraintes-là. On peut critiquer les États, on peut critiquer les dirigeants, je suis d'accord avec ça. Mais de là à se comporter comme si il suffit de s'asseoir dans son bureau, de se mettre à la tête de ces soi-disant initiatives d'intelligence, toutes ces histoires qu'il raconte là, et croire que, bon, une fois qu'on est là, les contraintes sont ôtées. Et que dès qu'un pays africain a un désaccord avec la Chine, il faut tuer ce pays-là, c'est une erreur, machin, n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc vraiment, moi je l'ai déjà dit, tant pis pour ceux qui sont à son école, il est totalement inconsistant. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous étions là pour nous questionner et pour répondre à des sorties sur le panafricanisme et perspectiver et prospectiver. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à nos internautes. À très bientôt.